Alors, bonjour à tous. Donc, je suis très content d'être là. L'objectif de ce premier keynote, ça va pas être de vous expliquer à 100% ce qu'est la blockchain parce que ça serait un peu présomptueux. C'est surtout de vous donner les clés pour comprendre l'ensemble des présentations qui vont suivre, avec un certain nombre de cas d'usage, enfin, je trouve assez bien choisis et diversifiés, qui montrent bien que la blockchain ne se restreint pas forcément au milieu bancaire et assurantiel. Et donc, voilà, de vous donner les clés pour essayer de suivre tout ça. Rapidement, qui je suis et d'où on vient. Donc, Blockchain France, à la base, c'est un projet qui date de 2015. C'était de produire du contenu en français, parce qu'en réalité, la plupart du contenu était en anglo-saxon. Et puis, assez rapidement, on s'est concentré sur l'accompagnement d'organisations pour avancer sur les projets blockchain, que ce soit simplement pour travailler sur de l'acculturation, un peu comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire présenter ce qu'est la blockchain. Et puis, dans un deuxième temps, commencer à travailler sur les cas d'usage et développer des proof of concept, avec notamment l'apparition en juin 2016 du livre La blockchain décryptée, qui est disponible en PDF sur notre site internet depuis janvier. C'est un peu le cadeau de Noël de Blockchain France, donc n'hésitez pas. Et organisation aussi d'un hackathon en juin qui nous a permis aussi de voir quel type de projet intéresse aujourd'hui les start-upers. Voilà, ça c'était juste pour vous donner rapidement un petit overview. Ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais essayer dans un premier temps de vous expliquer qu'est-ce que la blockchain en partant de la technique, c'est-à-dire comprendre le design de la technologie, parce que nous, on est du point de vue qu'il n'est pas possible de s'intéresser vraiment au cas d'usage et de croire en toutes leurs promesses si on n'a pas un tout petit peu de backup sur le plan technique. Ensuite, je vais rapidement proposer une typologie des cas d'usage avec quelques exemples qui vont vous permettre aussi de vous projeter dans cette techno et de mieux comprendre les cas d'usage beaucoup plus poussés qui vont arriver dans le reste de la journée. Enfin, un petit point sur les perspectives, les limites et les défis. Enfin, vous allez comprendre que moi, je suis assez pragmatique sur cette techno, c'est-à-dire que je ne vais pas vous expliquer que ça va changer le monde et disrupter Uber et autres trucs de journalistes, pas d'offense pour les journalistes. Non, mais essayez d'être concret, voir ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas, et où sont les promesses de valeur, parce qu'en réalité, on est juste au début de la techno. Et enfin, un quatrième point, qui est un peu, d'ailleurs, 1, 2, 4, 5, peu importe. Quatrième point qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est comment réagissent les organisations face à cette techno, et quelles sont les stratégies mises en place, notamment en France, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, pour s'approprier cette technologie au-delà de ce qu'on connaît déjà, savoir Bitcoin et crypto-monnaie. On en a parlé rapidement, les origines de la blockchain, c'est Bitcoin. Donc, Laurent vous a expliqué que c'est sorti fin 2008 et c'est commencé à travailler début 2009. C'est à la base une expérimentation pour faire du cash digital. Alors, pardon pour ceux qui connaissent déjà, mais je vais expliquer. L'idée, c'est quand vous achetez, je ne sais pas moi, votre pain ou votre fromage à fondu chez le commerçant du coin, vous donnez un billet, a priori, ou plusieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se met entre vous et l'autre personne. C'est du pair à pair en réalité, en physique. Quand vous payez en ligne, aujourd'hui, vous passez quasiment systématiquement par un intermédiaire qui prélève une partie de la valeur et qui a son mot à dire sur la transaction. L'idée de base, donc ça c'est super intéressant de le voir, c'est une idée dès le début de désintermédiation et de passage à pair, c'est-à-dire de transfert de valeur en pair à pair. La blockchain a été inventée en fait au moment de Bitcoin. L'idée c'était quoi? C'était de construire le protocole pour construire cette première application qui est Bitcoin, qui tourne maintenant depuis 7 ans et qui a fait la preuve de sa résilience. Voilà. Donc ça c'est pour vous mettre en tête d'où on vient et quels étaient les objectifs initiaux. Donc c'était une expérimentation pour faire du cash pair à pair. Aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi une blockchain? Alors évidemment, il y a aujourd'hui un foisonnement d'idées, un foisonnement de technologies, donc c'est difficile de donner une définition précise et concise. Je vais vous proposer trois approches. La première approche, c'est le livre de compte dont on parlait, c'est le registre. Ça, c'est la définition, je dirais, stricto sensu, c'est-à-dire c'est un registre sur lequel on inscrit l'ensemble des transactions qui ont lieu entre les utilisateurs du réseau. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, hein. Vous avez un bloc, des blocs de transactions dans lesquels vous avez un ensemble de transactions. Aussi simple que ça. Avec une caractéristique intéressante, c'est que ce registre n'est pas conservé sur un serveur unique, comme on a toujours fait. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était évidemment non seulement de faire de la désintermédiation, mais aussi d'avoir de la robustesse et de la résilience du réseau. Donc on sait très bien que si on conserve sur un seul serveur, c'est le fameux unique point of failure, c'est-à-dire que si votre serveur tombe, votre techno tombe aussi. Votre infra, elle tombe aussi. Donc là, l'idée, et c'est intéressant, vous avez un registre horodaté, c'est-à-dire que les transactions, il y a un horodatage à chaque fois qu'une transaction est ajoutée, et il est conservé de façon décentralisée. À quoi on aboutit? On aboutit à une infrastructure. C'est-à-dire que vous avez ce qui dialogue entre les différents possesseurs du registre, c'est-à-dire entre les différents nœuds, c'est donc une infrastructure de partage d'informations. À partir de cette infrastructure, on va pouvoir construire des applicatifs.
Okay, donc ça, c'est une définition intéressante. Et enfin, c'est un réseau finalement pair à pair, c'est-à-dire que c'est un réseau de gens qui vont pouvoir s'échanger de la valeur entre eux sans passer par un intermédiaire. Bon, ça reste encore un peu dans les nuages, mais on va essayer de zoomer un peu. En gros, si je schématise une blockchain, ça ressemble à ça, en tout cas, une blockchain Bitcoin. Vous avez des blocs. En haut et en tout premier, il y a le nom du bloc précédent. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de blocs, parce qu'en fait, le bloc 90 va dépendre du bloc 89, qui va dépendre du bloc 88, etc. Donc, identité du bloc précédent, ensuite la liste des transactions. Antoine a donné 10 bitcoins à Cédric, parce qu'Antoine est généreux, voilà, etc. Yvette a donné 30 bitcoins à Yasmina. Et ensuite, sachant que Yasmina, Eric et Antoine sont représentés par enfin, il y a un pseudonyme en fait, hein. C'est pas le nom tel quel, c'est X, Y, AB38. Puis l'horodatage dont je vous parlais, c'est-à-dire le moment auquel le bloc a été ajouté au registre, qui est super important, on va le voir derrière. Et enfin l'identité du bloc, le nom du bloc, qui est fonction de toutes les informations précédentes. Donc ce nom du bloc dépend du nom du bloc précédent, qui dépend du nom du bloc précédent. Ça explique pourquoi on parle de chaîne de blocs, parce que si vous voulez vous amuser à changer le bloc 89, il va falloir vous amuser à changer tous les blocs qui suivent après. Concrètement, on peut en tirer 4 caractéristiques. Enfin, en fonction du mec que vous avez en face, il en tire 3, 5, 18. Moi, j'en tire 4, mais vous en faites ce que vous voulez. D'abord, résilience. Pourquoi? Parce que vous avez un registre décentralisé. Donc, c'est ce que je disais. Si vous avez un nœud qui tombe, l'ensemble des autres nœuds peut continuer le travail et le nœud qui est tombé peut récupérer ensuite. Désintermédiation. Vous avez vu, je vous ai dit, il n'y a aucun moment où je vous ai dit vous demandez à un tel d'ajouter le bloc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le réseau, on va en parler tout de suite, il y a une façon d'ajouter les blocs qui n'est pas contrôlée par un seul acteur. Contrairement à, par exemple, si vous faites un transfert bancaire. Transfert bancaire, c'est quoi? C'est le dialogue entre deux banques qui décident ou non de valider cette transaction. Là, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, vous n'avez pas d'intermédiaire au milieu. Ça va être super intéressant parce qu'en fait, vous en tirez tout de suite des conclusions, ne serait-ce qu'en termes de coût et de fluidité de la transaction. Sécurité. Alors, sécurité à deux niveaux, j'ai envie de dire. Le premier niveau, et il est en lien directement avec la résilience, c'est la structure, le design distribué. L'autre niveau de sécurité, c'est au niveau individuel. Chaque participant du réseau possède un couple de clés. Ça s'appelle la crypto asymétrique, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Vous avez une clé publique et une clé privée. De la même façon que dans votre compte en banque, vous avez une clé privée qui est votre code PIN, vous ne donnez à personne, et une clé publique qui est votre RIB, vous l'envoyez à tout le monde. Donc, il y a une clé publique qui sert à vous envoyer de l'argent, et une clé privée qui sert à dire « Ok, c'est bien moi qui décide d'envoyer l'argent ». Simple. Donc ça, c'est le niveau de sécurité. Et enfin, traçabilité, pourquoi? Parce que je peux remonter l'intégralité des transactions depuis le début, avec un horodatage à chaque fois, donc je peux avoir très très rapidement un état en temps réel du réseau, enfin quasiment instantanément en fait, parce que c'est pas compliqué à remonter, et donc du coup, je peux faire une traçabilité de l'ensemble des opérations sur le réseau, avec l'heure et la date à laquelle c'est arrivé. Donc, quelques caractéristiques intéressantes à garder en tête parce que vous allez voir, la plupart des cas d'usage qui vont être déployés ensuite jouent sur l'une ou l'autre de ces caractéristiques. Comment ça marche une transaction, hein, pour le faire rapidement? Moi, je décide d'émettre une transaction. Je dis, hey, voilà, je voudrais bien envoyer tant de bitcoin à machin. Ok, très bien. Ma transaction part sur le réseau. Ensuite, il y a plusieurs transactions qui sont regroupées en un bloc de transactions par les acteurs du réseau. Je reviendrai dessus ensuite. Si les transactions sont toutes valides, alors le bloc est validé. Donc en fait, il y a plusieurs opérateurs qui travaillent sur ce bloc-là pour vérifier qu'il est bien valide. Le bloc est ajouté à la chaîne, et ensuite de ça, on considère que la transaction a eu lieu. Voilà, ça c'est très schématique, et je ne rentre pas dans les détails de comment, je vais y rentrer plus tard dans les détails de comment est-ce qu'on choisit ou non d'ajouter la transaction. Mais pour que vous voyez le process. À aucun moment, il y a, je demande l'autorisation à la banque centrale, à mon notaire, à n'importe quoi. Voilà, ça c'est intéressant. Et surtout, le droit d'entrée, il est nul. Enfin, si vous voulez faire une transaction sur Bitcoin, aujourd'hui, vous avez juste à avoir des Bitcoins et surtout à générer clé publique, clé privée. Voilà, c'est un réseau ouvert. Concrètement, dès à présent, il y a une distinction qui est intéressante à faire. Elle est valable pour l'instant à ces états, je dirais, aujourd'hui, dans l'état de l'art, cette distinction fait sens. Il y a 2 ans, elle ne faisait pas sens. Peut-être que dans 2 ans, elle ne fera pas sens. Blockchain publique, blockchain privé, l'anglais c'est permissioned, donc c'est sur autorisation, c'est avec un jeu d'autorisation, c'est beaucoup plus intéressant comme traduction. En gros, Bitcoin, là, pour ajouter un bloc, c'est un toutes les 10 minutes et il y a un nombre maximum de transactions par seconde. Vous comprenez bien que c'est un process qui est lourd, qui est ultra sécurisé, donc il y a un choix qui est fait de sécurité maximale. La contrepartie, bien sûr, c'est que vous faites peu de transactions par seconde, 7 au maximum théorique. Du coup, évidemment, quand vous êtes une banque ou que vous êtes Visa et que vous devez bien faire une petite expérimentation et qu'en plus de ça, vous aimeriez bien que toutes vos transactions ne soient pas inscrites en clair sur un réseau,
Vous vous dites, oui, mais on ferait bien plutôt un truc entre nous, de toute façon on se fait déjà confiance, parce qu'a priori on est des banques, alors là je vous laisse juger de la pertinence de cette affirmation. On se fait déjà confiance, donc peut-être qu'on peut lâcher un peu sur la sécurité et gagner un peu en fluidité. Okay, donc ça, c'est des arbitrages qui sont faits. Donc il faut bien comprendre qu'il y a différents types de blockchain, okay, et avec une sorte de spectre de la confiance, plus vous faites confiance, plus vous pouvez gagner en fluidité des transactions, moins vous faites confiance, et plus vous essayez de backer le truc. Le paroxysme étant Bitcoin, puisque je dirais le présupposé idéologique derrière Bitcoin, c'est que quand vous avez deux personnes qui ne se connaissent pas et qui doivent faire une transaction, l'intérêt des deux personnes, c'est d'escroquer l'autre pour gagner le plus. Voilà, ça c'est c'est présupposé, c'est de la théorie des jeux, hein. Tout le monde veut jouer X, pardon, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, là, il y a plusieurs designs possibles, et alors s'ensuivent un tas de caractéristiques intéressantes, notamment comment est-ce qu'on ajoute les blocs. Donc là, vous avez différentes solutions pour dire, OK, comment est-ce qu'on choisit d'ajouter ou non un bloc au réseau. Le truc le plus commun, et qui était l'invention géniale de base, c'était ce qu'on appelle preuve de travail, proof of work. Comment ça marche? Il y a en fait des sortes de mercenaires qui apportent leur puissance de calcul au réseau, ce qu'on appelle les mineurs, qui sont mis en compétition les uns les autres, okay, et en fait qui se battent pour avoir le droit de valider le bloc. Celui qui arrive à valider le bloc, il va gagner une récompense, c'est-à-dire qu'il y a de la création monétaire qui est faite par le réseau pour récompenser ce mineur. Normalement, comme on ne peut pas prévoir qui va valider le bloc, comme ces gens-là sont indemnisés pour ça et ne sont pas partie prenante de la transaction, a priori, on considère qu'il n'y a pas de collusion possible et donc que le système est objectif. En plus de ça, il y a des étapes de vérification les uns avec, à tout instant de la transaction. C'est un process qui est ultra sécu, mais qui est lourd et qui coûte cher. Donc aujourd'hui, ça pose... il y a des questions qui sont en cours, il y a des gens qui préfèrent partir sur d'autres systèmes de validation de consensus. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il faut bien retenir qu'une blockchain, ça sert à quoi? Ça sert à se mettre d'accord sur l'état d'un réseau. Tous les parties prenantes sont d'accord pour dire il s'est passé ça sur le réseau à date. Donc vous avez différentes façons de se mettre d'accord. Il y en a qui disent qu'il faut utiliser le proof of stake. Là, c'est en fonction de votre... vous devez prouver que vous avez beaucoup de... En gros, vous devez prouver que vous avez beaucoup d'argent dans le réseau pour pouvoir valider un bloc. Ça permet en fait de s'assurer qu'il n'y a pas 10 000 personnes qui rentrent sur le réseau pour valider n'importe quoi. Et après, vous avez toute une déclinaison. Nous, par exemple, si je vous donne un autre exemple de système de consensus, on a développé un truc à la Banque de France où vous avez 4 banques et la Banque de France. Pour décider qu'une transaction est valable, il suffit juste qu'une banque et la Banque de France soient d'accord. Donc on n'est pas du tout là-dessus. Après, il y en a qui vous diront c'est pas du tout une blockchain. Ça, c'est un débat. Je ne vais pas prendre position aujourd'hui, mais c'est intéressant de le retenir aussi. Ok, bon, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le concret maintenant. Une fois encore, on a sorti cette typologie. Il y en a qui vont vous sortir un truc à 4 trucs, qui vont vous changer. Bon, ça c'est un choix. Évidemment, les cas d'usage se recoupent les uns les autres. 1 transaction, 2 registres, 3 smart contracts. Je vais rentrer tout de suite dans le détail. Un premier exemple de transaction, ça s'appelle Abra. C'est quoi Abra? C'est envoyer de l'argent. Donc vous envoyez du dollar, quelqu'un à l'autre bout du monde reçoit du dollar, ou ce que vous voulez. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'eux, ils convertissent votre dollar en bitcoin, ils envoient le bitcoin à l'autre bout du monde, et l'autre bout du monde, ils transforment le bitcoin dans la monnaie de votre choix. Sauf que comme bitcoin, c'est en gros, ça prend 10 minutes, on va dire, pour simplifier. Ça prend 10 minutes pour envoyer, vous avez des frais de transaction de quelques centimes, c'est beaucoup plus intéressant de passer par Western Union, où ils vous prélèvent une partie importante de la valeur, et en plus de ça, ça met 3 jours. Enfin, ils sont un peu améliorés, hein, mais je simplifie. Ce qui est intéressant avec le cas de Abra, donc ça c'est de la pure transaction, hein, c'est vraiment le cas d'usage de base de la blockchain, et c'est pour ça que ça a été inventé, c'est qu'ils ne communiquent pas sur le fait qu'ils utilisent Bitcoin, par exemple. À aucun moment, vous irez voir leur site web, à aucun moment ils expliquent que c'est Bitcoin derrière. Mais parce qu'en fait, ils sont déjà dans le stade où ils considèrent que blockchain c'est du back-office. D'accord? Ça, c'est leur méthodo pour faire ça. Eux, ça les arrange parce que c'est plus rapide, ça coûte moins cher, mais ils n'ont pas besoin de communiquer sur le sujet. Petit détail, ils sont des rares à avoir réussi à faire ça, parce que c'est des rares à avoir développé avoir réussi à couvrir le risque de change. Parce qu'évidemment, une transaction toutes les 10 minutes, sachant que le cours de Bitcoin fluctue pas mal, il y avait des enjeux comme ça. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de base. Deuxième exemple, c'est registre. Donc, registre, pourquoi? Parce qu'en fait, alors, ouais, tout de suite un truc, on entend des fois, la blockchain, on va stocker plein de fichiers, partager les fichiers, etc. Il faut arrêter de ça tout de suite, parce qu'en fait, vous avez compris qu'on duplique l'information à chaque fois. Donc si vous amusez à stocker des vidéos sur votre blockchain, vous avez dupliqué votre truc, enfin vous allez vous retrouver avec des bases de données complètement saturées et c'est pas du tout efficient. Ce qu'on stocke dans la blockchain, c'est, pour simplifier, une sorte de numéro d'identification unique du fichier. C'est ce qu'on appelle un hash. C'est pas très compliqué. En gros, quel que soit le document que vous soumettez à votre fonction de hash, il sort un même
un même résultat. Donc là, ça va être une suite de caractères à 12 chiffres, par exemple, 24, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que si vous changez ne serait-ce qu'une virgule au PDF, que vous transformez en fonction de hash, votre identifiant va changer complètement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut stocker dans la blockchain votre hash, c'est-à-dire que vous aurez la preuve horodatée et infalsifiable qu'à un moment T, vous étiez en possession de tel document et qu'il avait telle tête, puisqu'à tout moment, vous pouvez hasher votre document et prouver que c'est bien ce numéro-là. Et donc, en fait, c'est sympa pour les litiges, c'est sympa ensuite parce que vous pouvez créer aussi un titre de propriété numérique qui correspond au document réel. Je m'explique tout de suite avec un exemple. Everledger, c'est une startup qui fait de la certification de diamants. Ils prennent un diamant, ils en tirent 40 caractéristiques, ils en tirent un numéro de série unique, okay, ils gravent le numéro de série unique sur le diamant, ils créent une transaction avec ce numéro de série unique et les 40 attributs du diamant. Donc vous avez un diamant et son équivalent, son actif numérique en fait, son titre de propriété numérique. Et ensuite, vous pouvez faire évoluer ce titre de propriété numérique, l'envoyer à quelqu'un, le recevoir, payer contre de l'argent, le prêter, le louer, et vous pouvez suivre la trajectoire de ce diamant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'évidemment, le jour où vous essayez de vendre, dans un monde un petit peu plus blockchain, le jour où vous essayez de vendre votre diamant, qui est un numéro de série, Everledger, et évidemment vous n'êtes pas capable de prouver que c'est vous qui avez le titre de propriété numérique, ça veut dire que vous avez piqué le diamant. Donc là, en fonction du degré d'honnêteté du mec en face, soit il fait réduire le prix, soit il vous dénonce. Ça dépend le... Voilà. Mais donc ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, vous comprenez bien qu'on va commencer à créer de l'actif numérique et des titres de propriété, et que surtout, on peut instaurer une traçabilité. Alors là, la question que j'ai toujours, c'est oui, mais alors ils auraient pu faire ça sur une bête base de données centralisée, pourquoi vous nous embêtez avec votre blockchain, blablabla. Oui, c'est vrai, mais en fait, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? C'est parce que si demain, AXA ou n'importe quel assureur dit, bon, ben, je vous propose, je vais héberger sur mes serveurs la base de données centralisée de tous les diamants du monde, ben, tout le monde va dire, pourquoi toi? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, là, la blockchain, elle a une solution technique qui est séduisante, mais il y a également une solution politique. Parce qu'en fait, vous avez un nombre multiple de parties prenantes, et c'est ce nombre multiple de parties prenantes qui se mettent d'accord sur les règles du jeu et qui ont accès au réseau. Et donc à partir de ce moment-là, ça débloque pas mal de situations un peu engoncées. Troisième niveau smart contract, qui est assez intéressant aussi. Alors smart contract, c'est pareil, c'est pas une invention blockchain, hein, ça a été inventé il y a des années, mais ça s'applique particulièrement bien à la blockchain. C'est pas compliqué un smart contract, c'est juste une fonction en si ceci se passe, alors ceci se passe. C'est une transaction conditionnelle. Je vous donne un exemple tout de suite un peu macabre. Si je décède, alors tant de bitcoin passe de tel compte à tel compte, tant d'Ether passe de tel compte à tel compte. Ça, c'est intéressant. La question se pose, c'est comment la blockchain, qui est si miraculeuse, sait que je suis mort? C'est tout simple, il y a un truc qui s'appelle un oracle, qui est un petit software hors blockchain, qui va vérifier sur votre base de données des personnes décédées que je suis bien mort. S'il détecte que je suis mort, il envoie une petite notification au smart contract, le smart contract se déclenche. Je vous donne un exemple tout de suite. Insurate, donc c'est l'exemple des assurances de vol. Puisque vous savez, retard, vol, mon billet remboursé à X%, etc. Ils se sont rendus compte que la plupart des gens ne se faisaient pas rembourser, parce qu'en fait, il ne faut pas se mentir, on ne sait jamais à qui s'adresser, comment ça marche, on a tous le sentiment qu'après nos 4 lettres recommandées, on va nous dire que non, le remboursement ne s'applique pas. Donc résultat, ils ont connu un bête smart contract. J'envoie de l'argent en smart contract, ça lance le contrat. Ensuite, vous avez un oracle qui va vérifier sur votre base de l'aéroport de Paris, par exemple, que votre avion est bien arrivé en retard. Si l'avion est bien arrivé en retard, virement sur la blockchain automatique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça prend pas longtemps à coder. Et évidemment, ça change un peu la façon de considérer le truc. Ça permet une automatisation rapide, et ça vous explique aussi pourquoi les compagnies d'assurance sont intéressées tout de suite à ces choses-là, parce qu'en fait, tout ce qui est assurance mutuelle, assurance indicielle, sont pas mal impactés par des choses comme ça. Voilà, ça va, vous suivez encore jusque-là? Ok. Bon, rapidement, perspective. Il y a un premier obstacle qui est celui de la scalability. Vous comprenez bien que si on dit, bon, bah, votre base de données, au lieu d'en avoir une seule centralisée, on va tout dupliquer. Et en plus de ça, on va faire une gouvernance commune. Bah, forcément, il y a des lourdeurs, il y a des difficultés à avancer vite. Donc, notamment sur Bitcoin, vous avez un problème au niveau du nombre de transactions. Enfin, un problème, c'est à vous de voir, il y en a qui considèrent que ce n'est pas un problème. Le réseau est saturé. Et donc, il y a déjà aujourd'hui plusieurs solutions qui existent. Hein. Mais la question, c'est de savoir sur laquelle partir. Et donc là, il y a des débats qui sont en cours. En fait, on avait les mêmes problèmes au début avec TCP/IP. On disait on n'arrivera jamais à monter en charge, on n'arrivera jamais à uploader des vidéos, etc., etc. Donc ça, c'est pas un truc, moi, qui m'inquiète beaucoup. Mais pour l'instant, les sujets de montée en capacité, c'est vraiment un sujet. Et également les sujets de gouvernance.
Comment est-ce qu'on se met d'accord sur les règles du jeu commune pour l'élaboration d'un protocole? Comment on se met d'accord pour mettre le protocole à jour? Ça, c'est des questions qui sont intéressantes et qui sont nouvelles. Peut-être qu'en Suisse, vous serez plus fort parce que vous avez un truc décentralisé, mais en France, je vous assure que ce n'est pas encore évident. Les enjeux de l'expérience utilisateur, blockchain, c'est un truc de geek qui est sorti de l'ombre il n'y a pas longtemps, et donc l'ergonomie utilisateur, c'est pas forcément la question première, hein. De façon générale, on connaît tout ça, hein. Ce qui est marrant, c'est de jouer avec le code, voilà, d'inventer le nouveau truc. Après, derrière, que les gens puissent s'en servir, c'est pas forcément le plus sexy. Donc, vous avez pas mal de problèmes à ce niveau-là. Il y a un autre problème aussi, et qui a pas mal à prendre en compte, c'est la capacité du protocole à attirer les développeurs. Et surtout que les développeurs qui n'ont pas baigné dans blockchain depuis des années et qui jouent avec des bitcoins depuis 2012 soient capables de travailler dessus. Donc là, tous les protocoles ne sont pas à égalité. Il y en a qui sont beaucoup plus intuitifs que d'autres. Il y en a qui sont déjà en Java, d'autres pas, etc. Donc là, il y a tout un enjeu là-dessus. Troisième enjeu, évidemment, c'est la régulation. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste un exemple, par exemple aux États-Unis, en fonction de l'État dans lequel vous êtes, il y a des endroits où il faut payer une licence si vous travaillez sur Bitcoin, une licence quasi bancaire qui coûte une blinde, d'autres États où vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a des endroits où Bitcoin est interdit, il y a des endroits où, en France par exemple, pour vous donner un point sur la législation, tout ce qu'on sait c'est que d'après une directive européenne, on ne paye pas de TVA quand on achète ou vend des Bitcoins, et d'après d'après le fisc, on paye des taxes sur la plus-value qu'on fait avec Bitcoin. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc, on peut comprendre, hein, les taxes, c'est quand même le premier truc, mais on n'a encore aucune idée, par exemple, du statut, enfin, comment est-ce que j'inscris les Bitcoins à mon bilan comptable, etc. Enfin, vous voyez, il y a des trucs qui sont pas encore tranchés. Donc ça, c'est en cours d'évolution, avec des questions de responsabilité aussi. Si j'écris un smart contract qui fait un truc illégal, qui est responsable? Le type qui trigger le smart contract, le type qui a écrit le smart contract, la personne qui a écrit le protocole. Donc ça, c'est des choses qui sont encore en cours de discussion. Et après, bon là je vais faire ça rapidement, mais dans les perspectives les plus intéressantes, à mon sens, c'est l'interfaçage avec d'autres briques techno. Donc là vous aurez, je sais que Stéphane présente Slowkit tout à l'heure, donc ça c'est assez marrant. Sur Internet des objets, vous avez Chatbot là avec un truc qui s'appelle l'Underbot qui permet d'enregistrer que vous avez. Par exemple, je prête mon appareil photo à quelqu'un, je fais un tout petit message sur Messenger et ça va enregistrer sur la blockchain que j'ai bien prêté mon appareil photo. Enfin, c'est idiot, mais en fait, en cas de litige, ça permet de revenir en arrière et dire « Ok, on était d'accord tous les deux à telle date pour dire que je t'ai prêté mon appareil photo. » Swarm, c'est du cloud décentralisé. Enfin, il y en a d'autres qui proposent ça, hein, Storage, etc. Super intéressant. Et données critiques. Vous avez un truc qui permet de la transparence, de la décentralisation et de la maîtrise des autorisations. Donc, en fait, peut-être c'est intéressant pour les données critiques, les données sensibles. Je pense qu'on en parlera avec le cas de données médicales tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et enfin, rapidement, parce que je pense qu'après, il faudra passer aux questions. En gros, il y a deux patterns, hein, à mon sens, sur les entreprises. On vous a mis, en gros, nous, avec qui on bosse, hein, mais c'est pas... Il y en a plein d'autres qui font ça. Donc, en gros, vous avez ceux qui se disent « Ok, on va se mettre tous ensemble d'accord, et on va essayer d'établir des standards. Et une fois qu'on a ces standards, on va pouvoir foncer. » Donc, ils ont de la force de frappe, mais ils ont du mal. R3CEV, par exemple, ils ont fait des choses intéressantes, mais en gros, c'est 50 banquiers autour d'une table. Donc, ils ont un peu du mal, des fois, à avancer, notamment quand il faut décider qui paye. L'AppChain, c'est un consortium mené par la Caisse des dépôts et consignations en France, ce qui est intéressant, parce que pour que les grosses boîtes se mettent à la blockchain en France, il a fallu qu'un tiers de confiance se pointe, ce qui est assez ironique. Je ne sais pas si vous voyez l'ironie de la chose, mais voilà. Et après, leadership, c'est l'idée de se dire, OK, je vais proposer plutôt que d'essayer on se met tous d'accord et on pose un standard, on va courir, c'est-à-dire on va proposer nous un applicatif, un protocole, ce que vous voulez. On agglomère des partenaires clés et on essaie d'atteindre une masse critique pour que, de facto, ce soit nous qui ayons les standards. Voilà. Donc ça, c'est une autre politique. La BNP est déjà bien lancée là-dedans. C'est en gros, en France, l'acteur le plus avancé. Et alors après, ça passe toujours par les mêmes étapes. Hein. Nous, on voit bien. En gros, acculturation, c'est-à-dire que vous avez un geek dans la boîte qui a des bitcoins depuis des années et qui tanne son comité de direction pour dire « la blockchain est la blockchain ». Donc il y a toujours un moment où on finit par arriver à expliquer au comité de direction que c'est bien la blockchain. Après, vous avez « Ok, la blockchain, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on fait avec ?» Donc là, avec des workshops classiques, hein, donc là, un peu tout le monde fait ça. Après, vous avez Proof of Concept. Donc là, avec pas mal de cas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas assez de retours sur les cas d'expérience blockchain. C'est-à-dire qu'un POC, il y en a 1 sur 2 qui ne sert à rien. On se rend compte que, bon, en fait, avec une base de données centralisée, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus efficace. Donc, mais c'est intéressant aussi, parce qu'en fait, le POC permet d'aller parler permet assez la diffusion en interne de la technologie. C'est-à-dire comme ça parle avec des règles métiers, c'est beaucoup plus facile de se projeter dans la blockchain et d'imaginer des autres cas d'usage intéressants. Et enfin, vous avez de la mise en production. Aujourd'hui, il y en a très très peu qui viennent de grands groupes. Hein. La plupart de la mise en production, c'est des startups. En France, vous avez BNP Paribas qui a annoncé une initiative sur les titres de sociétés non cotées. C'est-à-dire,
créer une marketplace pour les sociétés non cotées, ce qui n'existe pas et que la législation permet de faire aujourd'hui. Mais en fait, c'est très très rare. BNP, ils ont commencé il y a 2 ans. J'ai pas d'action chez BNP particulièrement, mais eux, ils ont commencé il y a 2 ans ce boulot et ils commencent juste à faire sortir des trucs en production. Bon, voilà. Donc ça demande quand même un certain temps de maturation. Et enfin voilà, on vous a fait. Ça, c'est un truc qui circule. Hein, je n'ai pas du tout la prétention de l'avoir inventé. Dans quelles conditions est-ce que ça vaut peut-être le coup de mettre en place une blockchain? Je vous le fais rapidement. Si c'est une base de données, qu'il y a des droits d'écriture partagés, parce que ça c'est un classique aussi, on dit « Ah, j'ai une base de données, j'aimerais bien mettre une blockchain ». Moi, ok, alors qui a le droit d'écrire dessus? Ben juste nous. Et alors du coup, ben non, ça ne fonctionne pas. Hein. Alors, les parties prenantes sont-elles de confiance? Parce qu'en fait, on aime bien cracher sur les tiers de confiance, mais en fait, des fois, ils marchent bien. Voyez donc on peut penser ce qu'on veut des notaires, par exemple. On me dit tout le temps, on va supprimer les notaires, mais les notaires font quand même un job... bon, ils sont peut-être un peu chers, un peu lents pour l'instant, mais je veux dire, ils sont quand même... Enfin, ça marche, quoi. Donc, c'est compliqué de se dire, on va virer toute l'infrastructure existante pour basculer sur une nouvelle infrastructure, on n'en a pas encore les perspectives. Voilà. Donc, tiers de confiance. Si là, on est bon, peut-être on entre dans de la blockchain, et là se pose la question, pour l'instant, public-privé, je vous ai dit, hein, pour l'instant c'est le cas, avec des questions, est-ce que tout le monde peut voir ce qu'il y a écrit dans la chaîne? Est-ce que tout le monde peut jouer avec la chaîne, oui ou non? Et sinon, vous basculez sur de l'hybride, du privé. Voilà. C'est encore, une fois de plus, hein, comme tout ce que je vous ai présenté, c'est contestable et c'est un point de vue, mais je pense que faut bien commencer quelque part, donc voilà, c'était l'introduction que je vous proposais. Je serais ravi de discuter avec vous, on va peut-être prendre des questions. Je pense qu'on est des bons timing, non? Oui, très bien, on a beaucoup d'avance d'ailleurs. Ah bon, parfait. C'est... Bon. Merci pour vous.